Bonjour. Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons parler des molécules du système immunitaire. Nous avions dit que les constituants du système immunitaire étaient de trois ordres. Il y avait des organes, des cellules et des molécules. Donc, les molécules du système immunitaire sont essentiellement des protéines. On peut trouver des molécules de nature lipidique, notamment certains médiateurs chimiques de l'inflammation. Mais l'essentiel des molécules du système immunitaire sont de nature protéique et ces substances protéiques peuvent être soit solubles, c'est-à-dire sécrétées dans le milieu extracellulaire, soit membranaires, c'est-à-dire intégrées ou imbriquées au niveau de la membrane cytoplasmique. Nous allons commencer par les substances protéiques solubles. Et la première molécule, c'est les anticorps. Bien entendu, c'est la molécule humorale de l'immunité adaptative, les anticorps, qui sont donc des protéines avec des sites de liaison de reconnaissance pour des épitopes antigéniques. Alors, il faut savoir que dans un premier temps, et ça c'est quelque chose que nous avons déjà vu, le lymphocyte B, à sa surface, il a une immunoglobuline de surface. On l'avait décrite, ce qu'on appelle le BCR, le B-cell receptor. On a dit 4 chaînes polypeptidiques, 2 chaînes lourdes représentées ici en couleur bleue, 2 chaînes légères, nous avons vu tout ça. Le tout est intégré avec un segment transmembranaire au niveau de la membrane cytoplasmique. Ça c'est le BCR, d'accord? Une immunoglobuline de surface ou membranaire, le BCR. Lorsque le lymphocyte B s'active et devient plasmocyte, c'est-à-dire une cellule sécrétrice d'anticorps, le lymphocyte B arrête d'exprimer cette molécule à sa surface, mais il va produire une copie conforme, une copie exactement conforme à ce BCR qu'il va sécréter. C'est ce que vous voyez ici. Donc l'anticorps, c'est une copie soluble du BCR, la même molécule, mais sécrétée dans le milieu extracellulaire. Alors bien entendu, au niveau de l'anticorps, vous n'avez pas ce segment transmembranaire qui sert normalement pour l'imbrication au niveau de la membrane cytoplasmique. Et donc, l'anticorps, c'est une immunoglobuline sécrétoire. D'accord? Une copie soluble du BCR. Voilà, il faut bien garder en tête cette différence-là. Le BCR est une immunoglobuline de surface. Sa copie conforme soluble, c'est l'anticorps, c'est ce qu'on appelle une immunoglobuline sécrétoire. Et bien entendu, du moment où il s'agit d'une copie du BCR, eh bien, le BCR d'un clone B, que les anticorps fabriqués par le plasmocyte de ce même clone, eh bien, ils vont reconnaître exactement le même antigène, bien entendu, parce que c'est exactement la même molécule. Alors voilà ce qui se passe, si vous voulez, une explication au niveau des mécanismes génétiques de comment une cellule, si vous voulez, en état de repos, un lymphocyte B en état de repos, il synthétise un BCR. Je vous passe le détail ici des segments les segments bleus qui vont coder pour les parties constantes, les segments en rouge qui vont coder pour les parties variables. Mais vous avez remarqué ici au niveau de la molécule d'ADN qu'il y a ce segment-là, ces petites séquences, si vous voulez, d'ADN qu'on appelle SC, ça veut dire Secretion Coding, c'est-à-dire c'est le code de sécrétion, et le MC, c'est le membrane coding. Ils sont là, ils sont présents au niveau de la membrane, pardon, au niveau de la molécule d'ADN. Lorsque la transcription commence, et donc ici vous avez l'ARN messager primaire, ils sont toujours là, d'accord? Par contre, à l'état de repos, si vous voulez, l'épissage alternatif va faire, si vous voulez, que ce segment-là, ou cet exon, l'exon SC, de secretion coding, va être perdu, il va être éliminé. On ne va garder que le membrane coding qui va apparaître au niveau de l'ARN messager mature. C'est ce qui fait que la molécule de BCR, la protéine, après la traduction, la protéine va avoir ce segment transmembranaire qui va lui permettre d'être intégré au niveau de la membrane cytoplasmique. Lorsque ce lymphocyte B s'active, devient plasmocyte, eh bien, on revient à la molécule d'ADN qui est toujours là. Et là, cette fois-ci, l'épissage alternatif, si vous voulez, il ne va pas éliminer l'exon secretion coding, pardon. Par contre, il va éliminer les exons qui codent pour les membranes coding. C'est pourquoi au niveau de l'ARN messager mature, on trouve ici, si vous voulez, l'exon SC. D'accord? C'est ce qui fait que la protéine ou l'anticorps qui va être produit, ça va être exactement la même molécule que le BCR, sauf qu'il aura un carboxyterminus qui est différent, donc sans, si vous voulez, ce segment
transmembranaire qui permet l'imbrication au niveau de la membrane cytoplasmique et la molécule va être libérée. Donc, si vous voulez, le mécanisme de base, c'est un épissage alternatif de l'ARN messager qui permet à la cellule B, en état de repos, de produire une protéine membranaire et en état d'activation de produire une molécule soluble, sécrétoire, qui est l'anticorps. Alors, l'anticorps, à quoi ça ressemble? Alors, comme on a fait la description du BCR et on a dit que l'anticorps, c'est une copie soluble du BCR, donc on va retrouver la même chose. Hein, d'accord? C'est-à-dire 4 chaînes polypeptidiques, 2 chaînes lourdes qui sont là. Ça, c'est une chaîne lourde identique, exactement identique. Hein, une deuxième copie, donc 2 chaînes lourdes et deux chaînes légères, une chaîne légère qui est là et une autre exactement identique de ce côté-là. Et bien entendu, aussi bien entre les chaînes lourdes et légères, il y aura des ponts de sulfure, et aussi entre les chaînes lourdes les unes avec l'autre, il y aura des ponts de sulfure. C'est ce qui va consolider cette structure qui apparaît comme ça en Y. Hein. On a l'impression qu'on a une espèce d'Y. C'est l'anticorps. Les 4 chaînes polypeptidiques forment un petit peu cet Y-là, avec un pied qui est là et 2 bras identiques. Alors bien entendu, au niveau de ces bras, vous avez la partie variable légère et la partie variable lourde qui vont constituer ce qu'on appelle le paratope, c'est-à-dire le site d'interaction avec l'antigène. D'accord? Là, au niveau des deux parties variables hein, qui s'associent à ce niveau, ils forment le paratope. Alors, les scientifiques, ils ont remarqué que c'est vrai, c'est une partie variable, aussi bien la chaîne légère que la chaîne lourde, mais ils ont remarqué qu'à l'intérieur de cette variabilité, il y avait des zones hyper variables, c'est-à-dire dont le pourcentage de variabilité change beaucoup d'un clone B à un autre. Ils les ont marqués ici en orange foncé. Il y a 3 zones sur la partie variable lourde et 3 zones au niveau de la partie variable légère. Hein, ces zones hyper variables, on les appelle les CDR. CDR, c'est Complementary Determining Region, c'est-à-dire les régions qui déterminent la complémentarité. Autrement dit, on pense qu'au niveau de ce paratope, le paratope, c'est cette partie-là qui va interagir avec l'épitope, d'accord? Mais plus exactement, ce sont les parties hyper variables qui vont rentrer en contact direct avec le paratope pour qu'il y ait une complémentarité dans l'espace, si vous voulez, parce que n'oubliez pas, ça va fonctionner à l'image d'un récepteur et son ligand. Et donc, entre le site de reconnaissance du récepteur et le ligand, il va y avoir une complémentarité, et c'est de là la spécificité, une complémentarité dans l'espace qui est réalisée par les CDR. D'accord? Alors, tout à l'heure, on a parlé d'une structure en Y. Alors, le pied de l'Y, hein, de là jusque là, c'est ce qu'on appelle la fraction FC. Fraction FC qui veut dire fragment cristallisable. FC, fragment cristallisable. Hein, c'est le pied de l'Y. Il est essentiellement constitué des domaines constants de la chaîne lourde. Hein, ça va de là jusque là, la fraction FC. Et à partir de là, là où il y a l'interaction entre la chaîne légère et la chaîne lourde, ça, c'est la fraction Fab, hein, la fraction Fab qui veut dire antigène binding fragment. C'est le fragment qui va lier, si vous voulez, l'antigène. Et on a parlé, si vous voulez, du paratope qui est à ce niveau-là. Donc, on a la fraction FC et la fraction Fab. Hein. Fab, c'est les deux bras de l'Y. FC, c'est le pied le pied de l'Y. D'accord? Eh bien, ici, vous avez une représentation, c'est la même chose qu'ici, mais une représentation pour vous rappeler que là, c'est un schéma et que la réalité, en fait, ce que nous avons ici, ce sont des domaines de type immunoglobuline. Aussi bien la partie variable légère que la partie variable lourde, la partie constante légère, la partie variable lourde, les parties constantes lourdes, là. Vous voyez que c'est des domaines de type immunoglobuline. On l'a déjà dit, les domaines de type immunoglobuline, ils sont définis, c'est des espèces de boucles de séquences primaires d'acides aminés de l'ordre de 110 acides aminés avec des ponts disulfure intrachaînes et une structure en feuillet bêta. Hein, d'accord? Et puis ce schéma-là vous rappelle aussi que au niveau de la fraction FC, hein, la fraction FC qui va de là à là, hein, elle peut être constituée soit pour chaque chaîne lourde, elle peut être constituée par 2 domaines de type immunoglobuline ou alors par 3 domaines de type immunoglobuline, ce qui est le cas des IgE et des IgM. On verra ça lorsqu'on va parler des classes d'immunoglobulines. Il n'y a que les IgE et les IgM qui ont, si vous voulez, 3 domaines de type immunoglobuline au niveau de la fraction FC, vers une partie constante de la chaîne lourde. Eh bien, cette partie FC, comme vous pouvez le voir, elle est caractérisée par une glycosylation
importante. C'est ce qui va permettre à certaines molécules d'interagir avec la fraction Fc. D'ailleurs, c'est pourquoi on l'appelle la fraction Fc, on l'appelle la fraction biologique, ou la partie biologique de l'anticorps, parce que vous avez par exemple des éléments du complément qui vont pouvoir se lier à cette fraction-là et s'activer. On verra plus tard ce que c'est que le complément des protéines plasmatiques qui vont s'activer en cascade, on verra ça. Mais le premier élément du complément, il va se lier à la fraction Fc de l'anticorps et à partir de là, activer un deuxième élément du complément, un troisième, etc. etc. On verra l'activation. Donc, il y a le complément qui peut se lier à ce niveau-là. Il y a les phagocytes qui ont un récepteur de surface, et ça, on l'a vu lorsqu'on a parlé des macrophages, des polynucléaires neutrophiles, comme quoi ils avaient un récepteur de surface qui était spécifique de la fraction Fc. Donc, ils sont capables de reconnaître la fraction Fc, de lier la fraction Fc de l'anticorps. Et c'est d'ailleurs ça qui permet la DCC. Rappelez-vous, hein, la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante de l'anticorps, elle se fait grâce à ces récepteurs de surface présents à la surface des macrophages, polynucléaires neutrophiles, eosinophiles, les cellules NK, qui reconnaissent la fraction Fc d'un anticorps. Et à partir de là, ils vont faire de la cytotoxicité. Hein, faire de la cytotoxicité, ça va libérer des molécules cytotoxiques comme perforine, grosine, TNF, etc. Ou alors, dans le cas des phagocytes, faire la phagocytose. Parce qu'on a dit, la phagocytose, elle est beaucoup plus intensifiée à chaque fois que les phagocytes utilisent le récepteur de la fraction Fc des anticorps pour activer la phagocytose. D'accord? Ça, c'est la fraction Fc. Alors, bien entendu, la fraction Fab, elle, c'est la partie, le Fab, comme son nom l'indique, c'est le fragment qui va lier l'antigène. Fab, il va lier l'antigène, donc il est caractérisé par la présence du paratope. Le paratope, c'est la partie de l'anticorps qui va lier l'épitope ou le déterminant antigénique. Alors, il est essentiel de souligner qu'un anticorps, il a deux paratopes, un ici et un là, qui sont exactement identiques. Et quand on dit qu'ils sont exactement identiques, ça veut dire qu'ils reconnaissent exactement le même épitope, le même déterminant antigénique. Alors regardez ici, vous avez un anticorps. Cet antigène, il a plusieurs déterminants antigéniques à sa surface, plusieurs épitopes. Eh bien, regardez, dans ce bras de Y, la région Fab reconnaît l'épitope rouge. Et ici, on reconnaît exactement l'épitope rouge. Hein. Donc, c'est parce qu'il s'agit de molécules qui sont des copies hein, conformes l'une de l'autre. Et donc, ils reconnaissent exactement le même déterminant antigénique. Alors ici, vous avez un tableau qui résume un petit peu les différentes classes d'immunoglobulines. Les différentes classes d'immunoglobulines qui sont en nombre de 5, elles sont déterminées essentiellement par la partie constante des chaînes lourdes. Les parties constantes des chaînes lourdes, ce sont elles qui déterminent, si vous voulez, les classes d'immunoglobulines. Et on en connaît, pour les chaînes lourdes, on connaît 5 types de chaînes lourdes, gamma, mu, alpha, epsilon et delta. Gamma, elle caractérise les IgG, mu, les IgM, alpha, les IgA, epsilon, les IgE, et enfin delta, qui caractérise les IgD. Donc, on a 5 classes d'immunoglobulines qui sont dues à 5 types de chaînes lourdes qui existent. Alors, il y a une caractéristique, c'est que certaines chaînes lourdes peuvent produire des isotypes. Des isotypes, c'est le cas par exemple de la chaîne gamma. On peut avoir 4 isotypes, gamma 1, gamma 2, gamma 3, gamma 4. C'est ce qui fait que selon qu'on a l'isotype 1, 2, 3 ou 4, on va avoir IgG1, IgG2, IgG3 ou IgG4. Donc 4 isotypes. Et c'est le cas également pour les IgA qui ont 2 isotypes, alpha 1 et alpha 2. Donc on peut avoir IgA1 et IgA2 parce que ce sont deux isotypes de la chaîne constante alpha. Les autres classes d'immunoglobulines, les IgM, les IgE, les IgD, ben, ils n'ont pas d'isotype. Hein. Donc c'est la chaîne mu, c'est la chaîne epsilon et la chaîne delta sans isotype. Alors si on a 5 types de chaînes lourdes, on a uniquement 2 types de chaînes légères, kappa et lambda. D'accord? Donc, lorsqu'on a une chaîne lourde gamma, ben, la chaîne gamma, elle aura deux possibilités, soit se lier à une chaîne légère de type kappa, soit se lier à une chaîne légère de type lambda. Donc, vous allez avoir la formule suivante. Hein. Au niveau d'un anticorps, on a deux chaînes lourdes. Donc, pour l'IgG, ça va être gamma 2, c'est-à-dire deux chaînes lourdes de type gamma et deux chaînes légères de type kappa. Ou alors, gamma 2 avec deux chaînes lambda. D'accord?
Et c'est vrai pour les JGM, les JGA, les JG, etc., etc. Et vous avez remarqué que le symbolisation ici n'est pas anodine. D'abord, on combine gamma avec kappa, et après avec lambda. Kappa avec, après lambda, kappa après lambda. Et ça, c'est pas anodin. Et ça, c'est une histoire d'exclusion allélique. C'est-à-dire, lorsque, au niveau de la production des chaînes lourdes et légères, d'abord, si vous voulez, vous avez l'activation des segments de gènes qui vont coder pour la chaîne lourde, et systématiquement, on commence par coder les segments de la chaîne légère kappa, toujours dans un premier temps. Et lorsqu'on va produire la chaîne légère, on va vérifier si elle s'associe correctement avec la chaîne constante. Est-ce qu'elle donne un BCR fonctionnel qui envoie un signal intracellulaire, etc. Et si ça ne marche pas, par l'exclusion allélique, on va cesser de produire une chaîne légère kappa parce que apparemment elle ne marche pas bien, et on va produire une chaîne lambda. D'accord? Donc chronologiquement, ça se passe comme ça. On produit toujours une chaîne légère de type kappa, on vérifie, on va la tester, si elle fonctionne bien, c'est bon. On aura des immunoglobulines membranaires qui sont constituées d'une chaîne kappa, une légère kappa. Et si ça ne marche pas, ben, on fabriquera, il y a une deuxième possibilité de fabriquer une chaîne légère lambda. Et puis pour terminer avec ce tableau-là, on a dit les IgG, ils ont 4 isotypes, les IgA, ils ont 2 isotypes, les autres non. Et puis vous avez les IgA avec les IgM, ils ont une autre particularité, c'est la capacité de pouvoir polymériser. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des IgM, une molécule isomérique comme ça, qui va pouvoir polymériser. Et généralement, elle donne des pentamères pour les IgM, pentamères. Hein. Soit vous trouvez une molécule monomérique, IgM monomérique, soit 5 molécules monomériques associées les unes avec les autres et qui donnent un pentamère. Et ça, c'est généralement les IgM circulantes, ce sont des IgM. Pareil pour les IgA, ils peuvent également monomériser. On peut trouver un monomère, des IgA monomériques, mais on peut trouver des IgA dimériques. Hein, des fois trimériques, des fois une polymérisation de 4 molécules d'IgA, mais le plus souvent, hein, 80% des IgA sont des IgA dimériques, c'est-à-dire formés avec 2 molécules d'IgA. Et l'essentiel des IgM, c'est des pentamères formés avec 5 molécules d'IgM monomériques. Alors ici, donc, on a décrit 5 classes d'immunoglobulines ou d'anticorps, si vous voulez. Et là, vous avez quelques caractéristiques. Donc on voit les IgG, ils sont là, l'IgG, il est là, et l'IgA qui est dimérique, d'accord, l'IgM qui est pentamérique, regardez, donc 5 monomères d'IgM qui sont associés, notamment grâce à cette pièce J, ce qu'on appelle la chaîne J. Alors, on retrouve également ici la chaîne J qui permet l'isomérisation. Sinon, les IgG, les IgE et les IgD, c'est toujours des anticorps monomériques. Alors, l'IgG, 85% des anticorps. 85% des anticorps qu'on va trouver au niveau de notre organisme, ce sont des IgG. Donc, c'est la classe la plus importante, la plus abondante, avec 4 isotypes, on l'a dit. Les IgG, ils ont la caractéristique, si vous voulez, de pouvoir faire le transfert placentaire. Alors, les anticorps qui vont passer de l'organisme maternel à l'organisme fœtal vont être exclusivement de la classe IgG. C'est le seul anticorps qui traverse le placenta et qui passe de l'organisme maternel à l'organisme fœtal. D'accord? C'est des anticorps qui ont une demi-vie très longue. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui explique un petit peu leur taux très important. La demi-vie est importante. Et cette demi-vie importante, elle est due à un récepteur, ce qu'on appelle le FcRn. C'est un récepteur qu'on trouve au niveau de beaucoup de cellules, les cellules endothéliales, et j'en passe, et qui peuvent lier les IgG et les internaliser. Et lorsqu'ils sont internalisés, ils peuvent être conservés au niveau d'endosomes, dans le compartiment cytoplasmique, et le moment voulu, par un phénomène d'exocytose, l'endosome va fusionner avec la membrane cytoplasmique et de nouveau mettre l'IgG au niveau de l'espace extracellulaire. Et donc, c'est ce qui permet aux IgG d'avoir une vie longue. Et si vous voulez, sur le plan fonctionnel, on va parler des fonctions des anticorps, mais la fonction principale des IgG, c'est l'opsonisation. L'opsonisation,
C'est-à-dire, ce sont des opsonines au même titre que les anticorps. On a vu que l'anticorps, lorsqu'il reconnaît à la surface d'une bactérie une molécule de PAMPS, à partir de là, vous avez des phagocytes qui arrivent, qui ont un récepteur de la fraction FC pour faire de la cytotoxicité, la phagocytose. Eh bien, ce travail-là, c'est essentiellement le travail des anticorps de la classe IgG, l'opsonisation. Après, on a la classe IgA, la deuxième la plus abondante, 7 à 15%. D'accord. Et essentiellement dimériques. On a parlé, hein, c'est des anticorps qui sont souvent dimériques et ils sont caractéristiques des muqueuses. Hein, on a parlé des maltes, rappelez-vous les maltes, les tissus lymphoïdes associés aux muqueuses. Et on a dit les maltes, ils assurent 80% du travail du système immunitaire. Eh bien, sachez que les réponses humorales au niveau des maltes sont essentiellement dues à des anticorps de type IgA parce que les IgA, ils ont la capacité de traverser les épithéliums. Hein, de traverser les épithéliums. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les retrouve au niveau des sécrétions externes. La salive, les larmes, au niveau de l'intestin et au niveau du lait. L'intestin, c'est les micro-organismes pathogènes qui nous arrivent par les voies aériennes ou par la nutrition, ben, ils sont éliminés par les IgA, hein, au niveau de l'intestin. Et puis le lait. D'ailleurs, lorsque une maman allaite son enfant, au niveau de son lait, il y a des IgA. C'est pourquoi l'allaitement maternel est très important parce que vous procurez des anticorps à votre bébé dont le système immunitaire est à peine en train de démarrer, il n'est pas capable de produire tous les isotypes d'anticorps. Après, on a les IgM, 5%. D'accord. Alors, eux, c'est essentiellement pentamérique, hein, comme on peut le voir au niveau de ce schéma-là, pentamérique. D'accord. Ils sont très importants dans la différenciation des lymphocytes B immatures. C'est-à-dire, lorsque le lymphocyte B termine sa différenciation au niveau de la moelle osseuse, ben, il est caractérisé par un BCR. Eh bien, ce BCR est essentiellement de type IgM. D'accord. IgM ou IgD. On va y arriver. Soit IgM, soit IgD. Alors, à la fin de la différenciation, tous les lymphocytes B immatures qui ont terminé la différenciation, ils ont un BCR, une immunoglobuline membranaire de la classe IgM ou alors de la classe IgD. On va le voir tout à l'heure. D'accord. C'est ce qui fait que par la suite, lorsque le lymphocyte B s'active, dans un premier temps, il produit toujours des IgM. Parce que son BCR de nature IgM, donc l'anticorps qu'il va produire, c'est IgM. Si on veut que le plasmocyte produise d'autres classes d'anticorps, eh bien, ça c'est le phénomène de switch isotypique. On en parlera plus tard. Et il faut qu'il y ait un switch isotypique pour pouvoir produire les IgG, les IgA, selon la situation et selon le tissu infecté. Et également les premiers anticorps produits par le fœtus et par le nouveau-né. Hein, à la naissance, le bébé, il a un système immunitaire adaptatif qui commence à démarrer. Et les premiers anticorps produits par le nouveau-né, c'est des anticorps IgM. On a dit, les lymphocytes B, à la fin de leur différenciation, ils ont un PCR de type IgM. Sur le plan fonctionnel, ils interviennent dans ce qu'on appelle la neutralisation et l'agglutination, la neutralisation des virus et l'agglutination des bactéries, parce que comme il s'agit d'une molécule pentamérique, et on a dit déjà au niveau de chaque anticorps isomérique, on a 2 paratopes. Alors lorsque vous avez un pentamère, regardez, vous avez en tout, vous avez 10 paratopes. 10 paratopes, c'est ce qu'on appelle la valence de l'anticorps, c'est une valence très importante. Et ça permet à l'anticorps d'agglutiner, de lier plusieurs bactéries, de les faire agglutiner, ou alors de neutraliser les virus lorsque ils se trouvent, et c'est rare, et c'est bref, dans le milieu extracellulaire. Et puis l'activation du complément, on en a parlé. Là, regardez combien de fractions FC nous avons. Vous avez plusieurs fractions FC, donc pour lier le complément et l'activer. Quatrième classe, c'est les IgE, hein, la moins abondante, les IgE. Alors eux, ils sont très impliqués dans tout ce qui est hypersensibilité de type 1, ce qu'on appelle communément les allergies. Parce que vous avez des catégories cellulaires qui ont des récepteurs de très haute affinité pour le fragment FC des IgE, notamment les mastocytes et les polynucléaires basophiles. Et vous allez voir que ces cellules-là, ces catégories cellulaires-là, peuvent s'activer par les IgE qui vont être liés par ces récepteurs au niveau de leur surface. Et après pontage, on verra ça. Après pontage, l'activation et l'activation des mastocytes, c'est une dégranulation. C'est-à-dire, ce sont les libérations des médiateurs chimiques de l'inflammation. Autrement dit, c'est le démarrage et l'amplification de la réaction inflammatoire.
les IgE. Et puis pour terminer, nous avons les JGD. Les JGD. Alors les JGD, je l'ai mentionné tout à l'heure, ils sont très importants pour la différenciation des lymphocytes B, aussi bien que les IgM. Lorsque le lymphocyte B termine sa différenciation à sa surface, il a des BCR, des immunoglobulines membranaires de type IgM ou IgD. D'accord? Sauf que en périphérie, lorsque le lymphocyte B s'active, là, il produit des IgM et on connaît des fonctions, à quoi sert l'IgM, etc. Par contre, pour l'IgD, les fonctions de l'IgD ne sont pas très claires. Donc, si vous voulez, sur le temps, en termes en termes de fonctions effectrices, si vous voulez, en périphérie, les IgD, on ne sait pas en gros à quoi ils servent. On ne connaît pas la fonction exacte. Mais par contre, pour la différenciation des B, c'est quelque chose, c'est des immunoglobulines membranaires très importantes. D'accord? Et là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette histoire d'exclusion allélique fait que d'abord, on associe les chaînes lourdes à des chaînes légères de type kappa. Et c'est uniquement lorsque ça ne marche pas, on essaie de les associer avec des chaînes légères de type lambda. C'est pourquoi au niveau périphérique, la majorité des anticorps, les 2 tiers des anticorps, ils ont une chaîne légère kappa et 1 tiers des chaînes légères de type lambda. Ici, quelques caractéristiques des anticorps et pour commencer, la distribution. Vous savez, donc si on exclut les JGD dont on a dit qu'on ne connaît pas trop la fonction, il nous reste 4 types ou 4 classes d'anticorps, les JGG, les JGA, les JGM et les JGE. Eh bien, ils ont une distribution différente. Ils se distribuent au niveau de l'organisme de manière différente. Par exemple, les IgG, on les retrouve essentiellement au niveau de la circulation. Ils sont dans la circulation. D'accord? Et ils sont capables de traverser l'endothélium grâce au FcRn dont on a parlé. D'ailleurs, c'est ce même récepteur qui leur permet d'être transférés au niveau du placenta. D'accord? Ça, c'est pour les IgG. Les IgA, on l'a dit, c'est l'anticorps des muqueuses. C'est essentiellement au niveau des muqueuses. On va le trouver au niveau des muqueuses. La muqueuse gastro-intestinale, la muqueuse respiratoire, la muqueuse urogénitale principalement. Les IgM sont essentiellement circulantes parce que les IgM, vous avez vu, c'est des pentamères. Donc, autrement dit, c'est des anticorps de grande taille et donc d'un point moléculaire très important. Et donc, ils sont présents essentiellement dans la circulation pour faire de l'agglutination et de la neutralisation. Puis les IgE, on les trouve au niveau des épithéliums. Donc, vous avez des différences entre les classes d'anticorps en termes de distribution. Et puis, il ne faut pas oublier que les IgA et les IgG, ils ont une particularité. Les IgA peuvent traverser le placenta, donc passer de l'organisme maternel à l'organisme fœtal. Ça, c'est pour les IgG. Et les IgM, c'est comme ils peuvent traverser les épithéliums, eh bien, on les retrouve dans les sécrétions, notamment le lait. Donc, dans le lait, il y aura des IgA. Et donc, une mère en gestation, il va transférer des IgG au cours de la gestation à son bébé, et après la naissance, il pourra transférer des IgA à son bébé par l'allaitement. D'ailleurs, on voit un petit peu ce transfert des IgA au niveau de ce schéma-là. Regardez, ça c'est les mois avant la naissance. La naissance est représentée ici par une flèche rouge. Et avant la naissance, on voit ce pic. Ça c'est le pic d'IgG qui est transféré de l'organisme maternel à l'organisme fœtal. Avant la naissance, il y a un taux très important d'IgG maternel qui passe dans l'organisme fœtal, de façon à ce que au moment de la naissance, ici au moment de la naissance, le bébé il va naître, si vous voulez, avec un taux relativement suffisant pour protéger notamment des infections bactériennes le bébé. Pourquoi? Parce que tout simplement, son système immunitaire à lui, il va mettre un petit peu de temps avant de démarrer la réponse humorale et surtout qu'il va produire des IgM. Il ne sera pas capable de produire dans un premier temps les IgG, uniquement des IgM. Les IgG vont être transférés au cours de la gestation de l'organisme maternel à l'organisme fœtal. Donc, au départ, surtout les 6-9 premiers mois, le système immunitaire du bébé produira des IgM et les IgG qu'on va trouver seront d'origine maternelle. Et il faut attendre quelques temps, pratiquement la première année, pour que vraiment le bébé puisse fabriquer ses propres IgG, ses propres IgA. Et donc à partir de là, à partir de la première année, ça y est, la réponse immunitaire humorale est parfaitement fonctionnelle et le système immunitaire peut fabriquer tous les isotypes. Alors ici, vous avez un tableau qui regroupe un petit peu les propriétés dont on a parlé tout à l'heure
des anticorps. Donc, c'est juste un tableau récapitulatif, hein. Donc, par exemple, le poids moléculaire, on voit que le poids moléculaire des IgM est très important. Et ça, on l'a dit parce que c'est des pentamères. Regardez, ça, c'est le poids moléculaire de l'IgM monomérique. Et ça, c'est le poids moléculaire de l'IgM pentamérique, qui est très important. Les IgA, c'est des petits anticorps, hein, c'est les plus petits. D'ailleurs, c'est pourquoi c'est plus facile pour eux de traverser les endothéliums, de traverser d'être transférés au niveau du placenta. L'IgA, on voit que le poids moléculaire d'une IgA monomérique est de 160 kilodaltons, mais qui peut être de 460, parce que ça, on a dit 80%, c'est des dimères, d'accord. La concentration sérique, la concentration sérique la plus importante, on a dit, c'est les IgG, hein. Si vous additionnez les IgG 1, 2, 3 et 4, hein, leur taux en milligrammes par millilitre, c'est le plus important. Les IGA existent en trace et sont très, très, très peu précises. La demi-vie, on l'a dit, la demi-vie la plus importante, c'est les IgG, d'accord? Si vous regardez en jour, c'est la demi-vie la plus importante, et on a dit notamment grâce au FcRn, ce récepteur. L'activation du complément, eh bien, ça, c'est le travail des IgM et des IgG, hein. C'est-à-dire la fraction Fc qui va lier les éléments du complément pour les activer, c'est essentiellement les IgG et les IgM. Les IgA, E et D, ils ne sont pas impliqués dans ce phénomène-là. L'opsonisation, c'est essentiellement les IgG. Essentiellement les IgG. Donc, opsonisation, c'est les IgG. Activation du complément, c'est les IgG et les IgM. Le phénomène d'ADC, c'est pareil, c'est les IgG. Donc, vous voyez que s'ils représentent 85 des anticorps, bah, parce qu'ils sont impliqués dans les principales fonctions de l'anticorps. Activation du complément, l'opsonisation, l'ADCC, et puis le transport placentaire pour protéger le futur nouveau-né. Et puis ici, des définitions par rapport à la variabilité. Ça, c'est des termes que vous risquez de trouver, donc il serait mieux que vous sachiez à quoi ça, à quoi ça correspond. On parle d'anticorps isotypiques, anticorps allotypiques et d'anticorps idiotypiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en gros, hein, les anticorps isotypiques, c'est des anticorps qui appartiennent à une même espèce. D'accord? Les mêmes espèces. C'est-à-dire que chez l'humain, il y a la chaîne gamma qui caractérise les IgG, la chaîne mu qui caractérise l'anticorps IgM et ainsi de suite. Et c'est caractéristique de l'espèce humaine et tous ces anticorps-là vont constituer des anticorps isotypiques, c'est-à-dire des anticorps caractéristiques d'une espèce. Parce que si vous allez chez le système immunitaire du porc ou autre, etc., vous allez trouver que les anticorps, bah, ils sont constitués par d'autres polypeptides, etc., avec leur variabilité. Donc, anticorps isotypiques, c'est des anticorps qui appartiennent à la même espèce. Les anticorps allotypiques, bah, ils sont issus de l'haploïdie fonctionnelle. Vous savez que nous tous, au niveau de notre patrimoine génétique, nous avons le chromosome 1 qui est d'origine paternelle, le chromosome 2 qui est d'origine maternelle. Et là, l'exclusion allélique va faire qu'au moment de la synthèse de l'anticorps, aussi bien pour la chaîne légère que la chaîne lourde, au hasard, on va choisir le chromosome 1 ou le chromosome 2. Lorsque la synthèse se fera sur le chromosome paternel, le chromosome maternel sera inhibé et inversement, ce qui fait que selon les individus, s'il y a eu activation du chromosome 1 ou chromosome 2, donc il va y avoir des différences, des petites différences qui sont issues de l'haploïdie fonctionnelle, donc à l'intérieur d'une même espèce, et ça concerne essentiellement la chaîne lourde, pardon, et qui est due au phénomène génétique d'exclusion allélique, tout simplement. Et puis pour terminer, nous avons les anticorps idiotypiques. Alors, les anticorps idiotypiques, c'est des modifications qu'on va trouver au niveau des anticorps qui touchent essentiellement les régions hypervariables, ce qu'on appelle les CDR. Les complémentarités déterminent une région, CDR. La région qui détermine la complémentarité. Et parce qu'à ce niveau-là, on va avoir des paratopes différents selon le clone B, ce qui fait que chaque BCR, si vous voulez, ou chaque anticorps, qui est une copie du PCR, une copie soluble, vont reconnaître un épitope précis avec un très haut niveau de spécificité. Donc les différences qui vont se produire au niveau de cette partie hypervariable va nous donner, si vous voulez, des anticorps idiotypiques parce que même lymphocyte, lorsqu'il s'active, il va produire des IgM. Ces IgM, ils vont avoir, par exemple, un niveau de spécificité par rapport à l'épitope, mais ce même lymphocyte B, s'il rentre dans le centre germinatif, il va connaître des mutations somatiques
et il va produire des IgM, voire avec l'isotypie des IgG selon le cas, ou les IgA, etc., mais avec maturation d'affinité, c'est-à-dire avec des récepteurs qui sont encore plus, qui ont un haut niveau, encore un niveau supérieur de spécificité. Et un niveau supérieur de spécificité, ça veut dire qu'il y a eu des modifications qui ont eu lieu, notamment au niveau des parties hypervariables, pour que la complémentarité entre paratope et épitope soit complète. Et plus elle est complète, plus vous avez un haut niveau de spécificité. Alors, ces anticorps idiotypiques, on en distingue les idiotypes publics, privés. Idiotypes privés, ça touche quelques individus à l'intérieur d'une espèce. Les idiotypes privés, ça touche un individu spécifiquement à l'intérieur d'une espèce. Et pour terminer avec les anticorps, vous avez cette diapositive-là qui résume un petit peu l'essentiel des fonctions de l'anticorps. Et vous allez voir que c'est des fonctions qui sont liées à d'autres dont on a déjà énuméré le fonctionnement. Alors, premièrement, les anticorps, ils assurent la neutralisation. Ils peuvent neutraliser les bactéries, les toxines, c'est-à-dire soit la bactérie entière en tant que micro-organisme, ou alors des toxines bactériennes, c'est-à-dire des molécules toxiques libérées par les bactéries, neutraliser les virus si jamais ils se trouvent dans les liquides ou les espaces extracellulaires, d'accord. Et la neutralisation, elle est représentée ici, c'est-à-dire que les micro-organismes pathogènes ou les molécules issues de ces pathogènes-là, ce qu'ils vont chercher, c'est interagir avec les épithéliums, entrer en contact avec les épithéliums. Si vous les privez de ce contact-là, ça y est, vous allez les éliminer. Et ça, c'est le travail des anticorps. Vous avez des anticorps qu'on appelle des anticorps neutralisants, hein, notamment les IgM, d'accord, qui vont lier ces bactéries, ces virus, ces toxines bactériennes, et ils vont les neutraliser. Et une fois neutralisés, déjà, ils les privent de contact avec les épithéliums. Parce que s'ils rentrent en contact, ça y est, ils vont traverser les épithéliums et se retrouver dans les tissus pour les activer, pour les infecter, pardon, ou se trouver dans la circulation générale et être distribués un petit peu partout au niveau de l'organisme. Mais si vous les privez de ce contact avec les épithéliums, ils sont dits neutralisés et par la suite, ils peuvent être éliminés, notamment par les phagocytes. Hein. Les phagocytes qui ont les récepteurs de surface de la fraction Fc, ils peuvent internaliser cette structure-là et la digérer, la dégrader. Donc, première fonction, ils participent dans la neutralisation. Deuxième fonction, c'est l'opsonisation. On en a parlé. Opsonisation, c'est-à-dire l'anticorps est une opsonine. C'est notamment le travail des IgG. Hein, les IgG. Opsonine, c'est-à-dire les bactéries qui sont là. Et les anticorps, ils vont reconnaître avec spécificité des PAMPs, des MAMPs à la surface de la bactérie. On va dire que la bactérie est opsonisée. Parce qu'il y a une molécule d'opsonine qui, en l'occurrence ici, c'est un anticorps. Parce qu'il y a d'autres molécules qui jouent le rôle d'opsonine, pas que l'anticorps. Il y a le C3b qui est un élément du complément, il y a des protéines de la phase aiguë, etc. On verra ça plus tard. Mais l'anticorps, c'est une opsonine qui va en quelque sorte opsoniser une bactérie, c'est-à-dire la marquer, la signaler, hein, pour qu'elle soit reconnue par des cellules immunocompétentes. Alors, notamment par les phagocytes qui peuvent se ramener par le récepteur de la fraction Fc et faire de la phagocytose. D'accord. Donc, l'opsonisation. Troisième fonction, c'est la dégranulation. Hein, ça, on l'a dit, c'est essentiellement les IgE. Les IgE qui ont des récepteurs de catégories cellulaires comme les mastocytes, les polynucléaires basophiles, notamment des récepteurs de très haute affinité à leur surface qui reconnaissent la fraction Fc des IgE. C'est-à-dire ils reconnaissent la chaîne lourde epsilon des IgE et entraîner leur dégranulation, donc libération des médiateurs chimiques de l'inflammation, et ça va entraîner l'inflammation. D'accord? Donc, ils sont importants dans la dégranulation. L'activation du complément, ça on en a parlé, hein, les anticorps, notamment les IgM et les IgG, on l'a vu tout à l'heure dans le tableau des propriétés, les IgM et les IgA, les IgM et les IgG, pardon, ils sont très actifs dans l'activation du complément. Leur fraction Fc va lier le complément et le complément, on a dit, ce sont des protéines plasmatiques qui fonctionnent en cascade. Si un élément du complément se lie à la fraction Fc de l'anticorps, il va activer un deuxième, un troisième. Vous allez voir, cette activation va porter à conséquences, notamment dans la production d'opsonines, parce qu'il y a certains éléments du complément qui sont des opsonines, comme l'anticorps. Hein, si vous produisez dans l'activation du complément, on produit du C3b. Le C3b, c'est une opsonine, hein, qui va pouvoir se lier à la surface de la bactérie
si vous voulez, comme les anticorps. Les anaphylatoxines, on verra ça lorsqu'on va parler de l'anticorps, les anaphylatoxines qui sont capables de recruter et d'activer les mastocytes, les polynucléaires neutrophiles, etc. Et puis de produire le CAM, les molécules d'attaque membranaire, pardon, les, les molécules d'attaque membranaire, voilà, les molécules d'attaque membranaire, les CAM. Euh, Ce qui nous induit à un phénomène dont on parlera tout à l'heure, c'est la cytotoxicité dépendante d'anticorps. Vous connaissez la DCC, la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante de l'anticorps. Eh bien, on peut faire de la cytotoxicité uniquement par les éléments du complément. Un élément du complément qui va pouvoir se lier à la surface de la bactérie, qui va activer un deuxième, un troisième, un quatrième, une polymérisation qui se met en place par la suite. Et des pores sont constitués par ces protéines du complément, des pores à la surface de la bactérie, ce qui fait exploser ou perturber complètement les échanges de la bactérie entre le milieu intracellulaire et extracellulaire. Et ça entraîne la lyse extérieure de la lyse cellulaire des bactéries. Hein, ce qui est schématisé ici, par exemple, vous avez ici une bactérie, regardez, elle est opsonisée par des anticorps, notamment les IgG, ils sont là, d'accord. Et puis, l'élément du complément, il va venir au niveau de la fraction FC, se lier au niveau de la fraction FC. Et donc là, vous allez avoir plusieurs possibilités. Les phagocytes qui font de la phagocytose, ils ont un récepteur de surface de l'élément du complément qui lie la surface membranaire, c'est-à-dire les opsonines. Ils peuvent faire la phagocytose par les opsonines. Ou alors, l'élément du complément qui va se lier à la fraction FC va activer un deuxième, un troisième, un quatrième pour produire les anaphylatoxines, ou alors pour aboutir au CAM, c'est-à-dire complexe d'attaque membranaire. Complexe d'attaque membranaire. D'accord. Et éliminer la bactérie par ce complexe-là. Dernière fonction des bactéries, c'est la DCC, c'est la cytotoxicité dépendante de l'anticorps. On en a parlé dans le cas des macrophages, des cellules NK, des polynucléaires neutrophiles, des polynucléaires eosinophiles. Ils font tous de la DCC, c'est-à-dire vous avez une cellule cible dont un anticorps va reconnaître un antigène de surface, l'anticorps reconnaît l'antigène de surface, et vous avez ces catégories cellulaires qui vont se ramener par le récepteur de la fraction FC de cet anticorps-là, et à partir de là, libérer des molécules cytotoxiques selon les cas, selon la nature de la cellule, perforine enzymes, TNF, des enzymes lytiques, etc., etc., le phénomène d'ADTC. Et merci de votre attention.